Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo dénonce l'influence néfaste de la France sur les pays africains. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a vivement critiqué la France, affirmant qu'elle n'a jamais été bonne conseillère pour l'Afrique, ni hier ni aujourd'hui. Elle déclarait cela dans une émission le jeudi dernier sur Vox Africa, où elle revenait un peu sur les relations avec la France, surtout quand elle était première dame de Côte d'Ivoire. Plusieurs révélations terrifiantes sur l'imposition par la France de certaines choses aux chefs d'État et aux États africains, jusqu'aux ordres des jours, ordre du jour du Conseil des ministres dans certains pays. Et quand certains présidents veulent s'y opposer, ce qu'ils pouvaient subir comme réaction de la part de la France, on revient sur ces déclarations de Simone Gbagbo dans ce numéro de Regard Croisé. Je commence par vous, Louis Kamako. La France a une autre facette. C'est vrai, depuis un moment, des révélations sortent de part et d'autres. Laurent Gbagbo et d'autres personnalités ont révélé cette face politique de la France en Afrique. Une nouvelle facette a été révélée ce jeudi par Simone Gbagbo. Oui, c'est la période du grand déballage sur un État comme la France, qui a longtemps été considéré comme celui-là qui est devenu le néocolon en Afrique, parce que les informations vont tellement vite qu'aujourd'hui tout le monde est en train de découvrir le vrai visage de la France. Est-ce que dit l'ex-première dame ivoirienne, je crois que c'est un secret de polichinelle, surtout quand elle dit que la France n'a jamais été d'une grande aide pour l'Afrique. Je crois que c'est quelque chose, que ce sont des réalités que nous connaissons tous. Sauf que ce qu'il, à ma foi, mais là où ça devient un peu intéressant, c'est que Simone Gbagbo n'est pas allé loin pour nous dire pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi. Si les choses se passent comme tel, c'est juste parce que les chefs d'État africains l'ont voulu. Parce que pendant longtemps, on pense que quand tu es président d'un État français, surtout dans la zone francophone, tu dois certainement entretenir de très bonnes relations avec un président français. Donc, si tu es président d'un État africain, alors. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies de bonnes relations avec le président français. C'est normal d'avoir de bonnes relations avec les présidents de tous les relations pays. Ne doivent pas être entre président et président, mais les relations doivent être un État et un État. C'est-à-dire qu'on parle un raisonnement en termes d'État, au sommet de l'État. Ça veut dire que les hommes changent, mais les institutions restent en fait. Donc, pendant longtemps, parce que c'est comme ça, et malheureusement, les opposants africains aussi surfent sur cette réalité-là pour déclarer la légitimité de ceux qui viennent au pouvoir. Je le dis parce que en 2020 ou bien en 2015, par exemple, quand le président togolais a été réélu, en 2017, lors des différentes manifestations, beaucoup de partis politiques d'opposition disaient que, puisque le président togolais n'a pas été reçu par Emmanuel Macron, ça veut dire qu'aux yeux de la France, M. Faure Gnassingbé n'est pas reconnu. Et donc ça a été justement... Donc la France devenait un baromètre justement pour mesurer la légitimité. Voilà, vous avez bien trouvé le mot. Et malheureusement, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que je dis que ce sont les chefs de l'État qui ont justement, ce sont les chefs d'État africains même qui ont prêté franc pour les hommes politiques africains à ces genres de réalité. Bon, les hommes politiques en général, les chefs de l'État, je reviens justement sur les chefs de l'État parce que beaucoup de gens le font parce qu'à la base, ils sont mal élus. Quand vous êtes mal élu, vous allez justement trouver le soutien auprès de la métropole. Et la métropole, c'est justement le chef d'État français. Donc je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Et je suis juste sidéré. Mais dans ce cas, Laurent, Simone Gbagbo estime que ceux qui s'opposent à ces volontés de la France, ils subissent le courroux de la France. Et à sous-entendre ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il s'était opposé à certaines décisions de la France. Oui, donc ça veut dire qu'il y avait des gens, si on est dans sa logique, il y a des gens qui à un certain moment décident quand même de dire non et qui malheureusement sont emportés avec les décisions de la France à travers d'autres situations. Mais est-ce que ces chefs d'État-là savaient réellement
réellement ce qu'il pesait dans la balance? Est-ce qu'il savait que entre chefs d'État, on doit se parler d'égal à égal? Est-ce qu'il savait que c'est le peuple qui les élit et que quand c'est comme ça, ils représentent en fait toute une nation et doivent se comporter de la sorte? Si vous ne connaissez pas ce que vous valez devant quelqu'un, je pense qu'on va tout le temps vous minimiser. C'est de ça qu'il est question. Donc ceux qui sont broyés juste parce qu'à un moment donné, ils ont voulu tenir tête en la France, c'est justement parce qu'ils ne connaissaient pas réellement ce qu'il valait. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, ce qui est arrivé à Gbagbo, je crois que c'est, comme je le disais, c'est une situation assez dramatique, en fait, propre à tous les hommes politiques, parce que quand vous prenez Gbagbo justement s'opposait à un opposant qui également en fait a des relations en France, et donc les deux la France à un moment donné était obligée de choisir, et le choix se fait en tenant compte en fait de ce homme politique là qui entre guillemets qui entretient le plus la France. C'est de ça qu'il a été question. Alors, pour revenir aux déclarations de Simone Gbagbo, qu'est-ce que vous retenez finalement? Ce que je retiens, je dis que ce qu'il dit là, c'est connu d'avance, c'est un secret de polichinelle. Sauf que je suis un peu sidéré de voir que c'est seulement maintenant qu'il le dit. C'est des déclarations qu'il aurait pu faire tout le temps. Maintenant, quand c'est maintenant qu'il le dit, il est candidat pour les prochaines... Pardon? Elle est candidate, en fait, elle est candidate pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des gens en réalité qui aujourd'hui... C'est toujours une lecture politique derrière? Une lecture politique. C'est des gens qui se versent aujourd'hui dans le populisme. C'est-à-dire que faire des discours que le peuple veut attendre. Et donc, en le faisant, je pense qu'ils sont en train de rouler tout un peuple dans la farine. C'est un discours qui aurait pu être tenu depuis belle lurette. Et nous jugerons de son courage et de sa bravoure, justement, à tenir tête à un colon comme la France. Et donc, comme elle ne l'a pas dit plus tôt, pour vous, ça n'a plus le même effet. Non, ça n'a plus le même effet. Ça n'a plus le même effet. Parce que, mais est-ce que ça remet en cause le contenu? Non, ça ne remet pas en cause le contenu. C'est une vérité dévaluée ce qu'il dit. Okay. Mais le temps, le moment qu'il le dit, c'est ça justement qui vous fait dire discrédite en fait. Il y a toujours une lecture politique derrière. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Thierry Afalo, que vous avez suivi cette interview avec Simone Gbagbo et ses déclarations. En résumé, la France n'a jamais été du côté de l'Afrique. Elle a toujours fait des choses pour ses propres intérêts au détriment du continent africain. Une révélation de plus faite par l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vent anti-français qui souffle en Afrique, surtout dans les pays africains francophones. Donc, en bon politique, on cherche à surfer sur cela pour monter sa cote de popularité. Lui l'a si bien dit. Mais au-delà de ces déclarations, ou du moins de ces révélations fracassantes, je crois que c'est nos politiques ou nos intellectuels qui ont participé ou qui ont contribué à maintenir ces pratiques obscènes. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un État indépendant et continuer par se soumettre au diktat d'une métropole alors que vous dites que vous êtes indépendant. Et ceci montre aussi la duplicité qu'il y a quand on arrive au pouvoir entre les déclarations de campagne ou entre les déclarations d'un acteur politique et d'un chef d'État, il y a une grande différence. C'est comme aujourd'hui, Donald Trump a signé pas mal de décrets, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que une grande partie de ces décrets-là ne seront pas appliqués. Il fait seulement de la com, parce que il y a des institutions où quand ces décrets vont passer, il y aura des problèmes pour leur applicabilité. C'est ça aussi la réalité du pouvoir. Mais comme c'est des déclarations ou des engagements qu'il a eu à prendre au cours de la campagne pour faire plaisir à ses partisans, il doit montrer que voilà ce qu'il a dit, il a fait.
mais dans la pratique, c'est aussi autre chose. Aujourd'hui, Simone Gbagbo n'est plus au pouvoir en tant que première dame. Elle est candidate aux élections en Côte d'Ivoire. Il faut chercher un discours politique pour séduire l'électorat et c'est ce que elle est en train de faire. Maintenant, tout ce qu'elle dit dans une certaine mesure est vrai. Vous allez voir que quand cette affaire de terrorisme a commencé par souffler en Afrique de l'Ouest, nos armées, les armées africaines n'étaient pas outillées ou n'avaient pas l'équipement adéquat pour faire face à ces terroristes-là. Ne serait-ce que pour acheter un drone, il faut forcément l'autorisation de la métropole. C'est pour cela que certains pays, arrivés à un moment donné, surtout avec le concours des militaires, des juntes, ont dénoncé ces accords-là pour avoir la main libre, pour avoir pour ne plus demander l'autorisation de la France avant de renforcer leur armement. Donc voilà des réalités et des fois certains régimes existent si ils ne se sont pas accoquinés à un moment donné avec la Russie. Lorsque ils voulaient leur indépendance, ils ne voulaient plus être sous la tutelle de la France. Et quand vous le faites, quand vous osez, on vous dépose rapidement, soit par un coup d'État ou soit on vous assassine. Donc certains ont compris le jeu et finalement lorsqu'ils ont dénoncé ces accords-là, rapidement ils se sont accoquinés avec la Russie. C'est pour cela que leur régime existe encore aujourd'hui. Vous avez vu le cas du Togo avec Sylvanus Olympio, lorsque il voulait une indépendance économique de notre pays. Rapidement, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Malheureusement, c'est ce que c'est ça la France et c'est connu de tous. Mais aujourd'hui, avec la liberté ou avec les réseaux sociaux, il y a des choses que les gens savaient, mais ils n'arrivaient pas à l'exprimer. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Mais au même moment, comme je l'ai dit, c'est que c'est nos dirigeants même qui ont prêté le flanc. C'est pour cela que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. À vous Thierry Afanouke, Credo TT, finalement la France, avec une autre facette, se révèle au monde à travers ces révélations, si je puis me permettre, faites par ces hommes politiques. Après plusieurs personnalités, c'est Simone Gbagbo qui vient nous donner une autre facette de la France, ce qui, moi, paraît nouveau dans toutes ces révélations, puisque la plupart a été déjà dit par ses prédécesseurs qui sont prononcés sur les relations entre la France et l'Afrique. C'est surtout les ordres du jour lors des conseils des ministres qui devaient aussi être dictés depuis la France. Oui, c'est Madame Simone Gbagbo qui en prend la responsabilité. Donc, je ne peux pas dire sur ce plateau qu'elle a dit vrai. Et vous savez, j'ai envie de me poser une question lorsque j'ai suivi cette sortie médiatique de Madame Simone Gbagbo. La question, elle est toute simple. Est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer, ou bien est-ce qu'il faut en rire et en pleurer? Parce que aujourd'hui, je crois, la posture qu'adopte Madame Gbagbo, c'est de surfer sur le sentiment anti-français pour essayer d'avoir un langage politique qui soit perçant, parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes déjà à la veille de la prochaine présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre 2025. Madame présidentielle pour laquelle Simone Gbagbo s'est déclarée candidate. Oui, s'est déclarée candidate tout en espérant que d'autres ne soient pas retenus pour que sa candidature puisse prospérer. Donc c'est là où je dis c'est trop facile de surfer aujourd'hui sur le sentiment anti-français. Lorsque nous avons suivi également cette interview, donc elle faisait disons le procès à son ancien mari Laurent Gbagbo, mais nous tous nous avons vu comment Laurent Gbagbo manœuvrait. Donc c'est Madame Simone Gbagbo qui était beaucoup plus dans l'antichambre et qui
poussait son mari à poser certains actes. Donc si aujourd'hui c'est devenu une mode que lorsqu'on veut aller au perchoir, donc il faut crier pour crier sur la France, donc je crois que elle est en train de bien jouer sa comédie, mais est-ce que ça va payer? Maintenant, elle a dit sur le point. Vous pensez que ça c'est de la comédie? Oui, c'est de la comédie politique. C'est de la comédie politique parce qu'elle avait eu cette opportunité de poser des actes qui puissent changer les choses en temps réel. Mais elle a été complice si vous la suivez, c'est ces actes que son mari, Laurent Gbagbo, son ex-mari, Laurent Gbagbo, alors président de la Côte d'Ivoire, a posé, ce qui a conduit à tout ce qu'on a connu dans la crise c'est trop facile aujourd'hui. C'est trop facile aujourd'hui pour Madame Simone Gbagbo d'exposer son ancien mari, Laurent Gbagbo. C'est elle qui était, disons même... Est-ce qu'elle l'expose? Elle a dit que c'est... Non, mais si vous suivez l'intégralité, de son interview, mais elle n'a pas mâché les mots. Donc c'est comme si c'était Laurent Gbagbo qui n'avait pas su prendre les bonnes décisions ou bien adopter la bonne posture. Pas Laurent Gbagbo seul, tous les présidents africains. Je ne dis pas. Mais prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a explicitement parlé de Laurent Gbagbo. Elle a payé Laurent Gbagbo son mandat ou bien ses largesses même envers l'ancien président français Jacques Chirac. Mais ce qu'elle a oublié ou bien ce qu'elle fait d'oublier, c'est que c'est elle-même responsabilité. Voilà. Laurent Gbagbo, elle avait sa part de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elle veut candidater à la présidentielle qu'il faut, dans un premier temps, jeter de l'anathème, de l'opprobre sur Laurent Gbagbo et par ricochet essayer de noircir l'image des chefs d'État africains. Elle a eu à jouer le rôle de première dame. On sait comment elle influençait les décisions de Laurent Gbagbo. Donc c'est trop facile. Donc c'est pourquoi je me posais la question, est-ce que nous allons en rire? Moi, je ris de cette sortie. Mais ça me fait pleurer en ce sens que si ce qu'elle dit réellement concernant le déroulement, les ordres du jour à nos conseils des ministres, c'est une réalité, peut-être que c'est une réalité au temps de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avec sa complicité, mais je me dis, est-ce que cette assertion de cette dame est imputable à tous les pays? Donc je n'en ai pas les éléments d'appréciation, mais je dis ce que je retiens, c'est qu'on est à la veille des élections. Il faut qu'elle tienne des propos qui puissent mobiliser l'opinion ivoirienne aujourd'hui en sa faveur, parce que les jeunes de la Côte d'Ivoire voient tous les espoirs des États de l'AES, l'engouement. Donc il faut qu'elle aille également sur ce terrain-là, dans la même posture, pour essayer d'engranger des voix. Merci beaucoup. C'est une repentance en fait de la part de Simone Gbagbo alors. Non, ce n'est pas une repentance, mais c'est une opportuniste qui veut surfer sur un sentiment instinctif français développé, alors qu'elle aussi, elle a eu à cheminer avec cette même France. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.